Avant tout, merci beaucoup de participer à cet atelier à propos des conséquences du Covid sur la parentalité. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. En plus, voilà, on a été un peu sauvés par le gong. Moi, je pensais que personne n'allait participer à cet atelier à cause de l'intervention de Monsieur Castex ou de Monsieur Covid. Monsieur Covid, c'est un beau lapsus. Monsieur Macron ce soir. Et finalement, c'est reporté en fin de semaine. Donc finalement, ça nous laisse, c'est parfait, une bonne heure et demie pour discuter ensemble de ce que signifient les conséquences du Covid sur la parentalité. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, il y a une phase un peu descendante où, en effet, j'ai essayé de reprendre les études qui sont en cours sur ce qui se passe actuellement sur la parentalité dans un contexte Covid. Et ensuite, on pourra se scinder en petits ateliers grâce à Sophie Bélier qui est avec nous, que je remercie de m'accompagner dans l'animation de cet atelier. Et puis enfin, on pourra voir quelles ont été, oui, quelles sont encore évidemment, parce que c'est pas terminé, les réponses de la Croix-Rouge sur cet aspect parentalité. Pendant le temps d'échange, on va avoir Thierry Couvert-Leroy normalement qui va nous rejoindre, qui est le délégué national enfant-famille aussi, et donc qui va pouvoir interagir avec nous. Je tiens aussi à attirer l'attention sur le fait que parmi les participants, il y a des personnes qui sont bénévoles au sein d'Espace Bébé Parents, donc qui est le dispositif d'accompagnement à la parentalité clé à la Croix-Rouge, mais que ça fait pas du tout l'intégralité, c'est pas du tout représentatif de l'ensemble. Il y a beaucoup de noms que je connais pas nécessairement. Donc en sous-atelier, on aura l'occasion de se présenter les uns les autres, pas maintenant parce que ce serait trop chronophage, mais en tout cas, voilà, il y aura aussi une petite présentation de ce que c'est de ce que c'est qu'un espace bébé parent aussi à la Croix-Rouge. Je pense que ça peut en effet en intéresser plus d'un, notamment dans ce contexte si particulier. Peut-être en guise d'introduction aussi vous dire qui je suis, parce que peut-être qu'on ne se connaît pas nécessairement. Je suis désolée parce que du coup il y a pas mal de personnes qui demandent en parallèle d'être acceptées à la réunion, et à chaque fois j'ai une petite seconde de déconcentration. Moi je m'appelle Perrine Musset, je suis chargée de mission petite enfance au siège de la Croix-Rouge. Donc mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner à la fois les 60, ce qu'on appelle des EAJE, établissements d'accueil du jeune enfant, hein, ce sont des crèches qu'on a à la Croix-Rouge et pour lesquelles la Croix-Rouge est gestionnaire. Donc accompagner à la fois ces établissements et à la fois les espaces bébés-parents, et j'aurai l'occasion de vous en dire plus tout à l'heure. Je vois qu'on a Thierry Couvert-Leroy qui nous a rejoint à l'instant, qui peine à trouver son équilibre. Et donc Thierry Couvert-Leroy, donc délégué national enfant-famille. Bonjour à tous. Oui, je suis en train de me battre avec mon fil, je suis désolée. Comme ça, je bouge, mais... Il n'y a pas de problème, Thierry. Et donc voilà, Thierry qui va rester avec nous sur cet atelier, et voilà, qui aura peut-être d'autres apports complémentaires à ceux que je pourrais faire et que vous pourrez faire surtout. Voilà pour cette introduction. Peut-être vous dire une chose. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposeraient éventuellement à ce que l'atelier soit enregistré? Si tel est le cas, il faudrait le préciser dans le chat. Un nom suffit, et voilà, on mettra fin à l'enregistrement. Mais non, pas de souci. Bon, et ben merci Pascal et Gérard. Du coup, on ne sait pas trop qui est qui, mais Pascal et Gérard. Ok. Je vous propose donc de commencer. Et donc, oui, alors, vous verrez, il y a quelques petites animations. Il y a des moments où on va être scindé en sous-groupes. Il y a des moments où on va faire appel au sondage. Moi, je suis, je crois, aussi novice que vous. Alors, peut-être que vous êtes meilleur que moi, mais moi, en tout cas, je ne suis pas très forte dans cette gestion mythe nouvelle. Donc, je vous demanderai un tout petit peu d'indulgence. Et puis, peut-être à certains moments, vous pourrez d'ailleurs m'aider dans cette gestion. Alors, est-ce que si je fais ça... Alors non, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une fenêtre seulement. Est-ce que si je fais ça... Oui, ça devrait être bon. Vous allez voir mon écran. Voilà, c'est bon. Peut-être, Sophie, je me permets de te demander un petit service. Est-ce que comme je vais voir uniquement mon écran, est-ce que quand il y a des questions ou des réactions sur le chat, tu peux m'en faire part? Bien sûr, oui, je m'en occupe. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, c'est parti.
Alors voilà, donc on est réunis là ce soir donc pour une problématique inhérente au Covid, mais qui finalement ne touche pas nécessairement uniquement cette période Covid évidemment. On va parler de l'accompagnement à la parentalité en temps de crise sanitaire. Parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que évidemment la crise que nous traversons a particulièrement éprouvé les familles et que elles ont été voilà mises à rude épreuve pendant le confinement, et donc la Croix-Rouge a bien évidemment tenté de répondre à cette voilà la première conséquence a été une forme d'épuisement parental qu'on a pu constater un petit peu à tous les niveaux. Et donc, la première partie que je vous propose là qu'on travaille ensemble, c'est de voir exactement de quoi il en retourne. Alors, je vous dis exactement, mais ce serait mentir parce qu'aujourd'hui, on a un recul sur cet épuisement parental qui est relatif. On est encore dans la crise, évidemment, du Covid. Et du coup, c'est vrai que toutes les études qui ont pu sortir jusqu'à présent ont peu de recul sur la situation. Donc, il y a des chiffres qui existent, il y a des études qui ont été demandées, notamment par le gouvernement, par des associations aussi, mais elles méritent d'être prises avec précaution. Voilà. Vous verrez qu'il y a des chiffres qui peuvent être un petit peu qui peuvent aller à l'encontre de ce qu'on entend quotidiennement. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir avoir votre avis sur ces chiffres-là qui sont parfois un petit peu interlocutants. Donc, on aura l'occasion d'y revenir, notamment avec le tout premier chiffre qu'on va voir ensemble. Peut-être, voilà, je parle de débat à l'instant. L'idée, surtout, c'est que vous puissiez interagir, intervenir quand vous le souhaitez. Donc, si vous êtes plutôt bon élève, n'hésitez pas à lever la main, mais surtout, en fait, n'hésitez pas à juste ouvrir votre micro et prendre la parole. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment avoir votre retour, votre ressenti sur cette première partie, qu'elle soit la moins descendante possible. Et puis, dans la seconde partie, notamment, normalement, tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, mais sur cette première partie, surtout, n'hésitez pas à prendre la parole, à donner d'une part votre ressenti et d'autre part votre expérience terrain, parce que c'est ça qui nous importe. Perrine, oui. Justement, il y a Véronique qui a levé la main. Ah, d'accord. Alors, du coup, dans ce cas-là… Véronique, est-ce que vous voulez prendre la parole? Une première interrogation. À moins que ce ne soit une erreur, c'est possible aussi. Hein. Ce qui arrive assez quotidiennement. Non, je suis désolée, je n'ai pas touché mon écran. Bon, et bien, ça va. D'accord. Bah, bonjour, Véronique, c'est l'occasion d'avoir un bonjour oral. Désolée, parce que je n'ai pas touché, donc… Bon, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, du coup, voilà, l'idée vraiment, c'est de pouvoir lever la main ou même trop lever la main comme Véronique, c'est pas grave. Et de prendre la parole à votre guise. Vous dire aussi qu'il va y avoir un certain moment des sondages. Alors, pour répondre aux sondages, c'est des questions assez simples. On va faire une petite mise en pratique juste après. Pour répondre aux sondages, il faut vous rendre sur cette petite, je ne sais pas comment décrire ça, cet ensemble, ce nuage de formes, triangle, carré, rond, sur lequel vous pourrez répondre au sondage. Voilà, et donc n'hésitez pas aussi à prendre la parole sur le chat si vous le souhaitez. Alors, le premier sondage, moi, que je voudrais vous proposer, c'est de savoir, à votre avis, combien de parents français tirent un bilan positif du confinement en ce qui concerne l'environnement familial. Voilà, c'est une toute première question que je voudrais vous poser. Je vais vous poser la question en live. Hop, poser une question. Et donc, option 1, 10% des Français tirent un bilan positif du confinement pour l'environnement familial. 45% tirent un bilan positif. Ou alors, 60% tirent un bilan positif. Et donc, je lance. Voilà, et donc normalement, vous devriez pouvoir répondre à ce petit sondage sur la droite de votre écran dans l'ensemble rond, carré et triangle. On attend quelques secondes. Voilà, pour l'instant… Ok. Je pense que tout le monde… Ah non, il y a encore des votes qui arrivent. Bon. Alors, du coup, on a une grosse quinzaine de personnes qui ont répondu pour le moment. Parmi vous, il y a 6 votes. Perrine, je précise, c'est quand vous allez sur rond, triangle, rond, il faut que vous alliez faut que vous cliquiez aussi après dans sondage. Ah oui, dans sondage. Et c'est une fois que vous avez cliqué dans sondage,
où vous allez pouvoir choisir entre 1, 2 ou 3. Merci Thierry. Entre les Ça n'a pas été assez précise. Non, c'est que je profite de le faire avec tout le monde et moi-même de découvrir l'outil, donc je le partage comme ça pour ceux qui sont aussi mauvais ou aussi nuls que moi. D'accord. Ouais, et ben, en effet, depuis que tu as pris la parole, je vois plus de sondages encore, mais je vois que Creu Roja, je ne sais pas trop comment, Andorrana, donc la Croix-Rouge andorrane, c'est ça, est en difficulté aussi pour voter. Oui, Peut-être, effectivement, Perrine, je trouve pas les ronds, carrés, triangles là. peut-être que Perrine, tu peux fermer et remontrer puisque Ouais. tout le monde voit ton écran. Non, mais tu y étais? Ah. Reviens sur voilà. Et à droite, du coup, ferme ta partie sondage pour que tu reviennes. Ah oui. Voilà. D'accord. Normalement, on a à peu près tous cet écran-là. Ah, Donc, en d'accord, haut, c'est les petits triangles, ok. Là, Voilà. ici, d'accord. Petit Et donc là, triangle. Ensuite, on va dans sondage. ok. Et donc là, on a accès au sondage. J'ai la même chose que tout à l'heure, donc je ne sais pas où appuyer pour voter. Bon, quelle est votre réponse? Que je l'intègre en direct. Moi, je pense à 45%. D'accord. Bon, alors du coup, on a une majorité. Vous faites peser la balance pour le 45%. On a une majorité de participants qui pensent que 45% des Français tirent un bilan positif du confinement en ce qui concerne l'environnement familial. On en a une petite dizaine aussi qui pensent que c'est plutôt 10% des Français, donc une toute petite part de parents français. Et enfin, 4 votes seulement pour 60% des Français. Et donc, ça me permet d'arriver tout de suite sur un premier chiffre assez surprenant qui est révélateur donc, de cet environnement familial. Aujourd'hui, 60% des Français tirent un bilan positif de cette période, alors que 18% indiquent que la crise a eu un impact nocif sur l'ambiance familiale. Alors, les chiffres que je vous donne ici, ce sont des chiffres qui sont issus d'une requête gouvernementale de Adrien Taquet. Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État chargé de toutes les questions qui sont relatives à l'enfance, à la petite enfance, à la protection de l'enfance et de manière générale à la famille, et qui a demandé à ce que soit fait une première étude sur les familles à l'épreuve de la crise sanitaire. Voilà. Et donc, 60% des Français tirent un bilan positif qu'on peut tenter d'expliquer par le fait qu'en effet, le confinement a permis parfois pour une certaine famille qui était victime d'un éloignement géographique d'être réunis pendant le confinement. Ce temps passé ensemble a aussi pu, dans certains cas, permettre de retisser certains liens familiaux qui avaient pu être un petit peu ébranlés ces derniers temps. Et donc, globalement, il y a quand même une grosse partie une majorité des Français qui en tirent un bilan positif. Après, si on va un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que 84% des parents ont pu passer plus de temps avec leurs enfants, mais que 30% à peu près estiment que ces moments-là ont été, à cause du confinement et donc sans doute de l'étroitesse des relations, ont été de moins bonne qualité. Ces chiffres-là, donc ce 30% qui est quand même assez conséquent, on peut aussi, de manière assez simple, l'expliquer par le manque d'intimité qui a été inhérent à cette période. Il est vrai que vivre en cohabitation avec plusieurs membres de sa famille dans un seul endroit exigu, avec aucune possibilité ou très peu de possibilités de sortir, c'est pas une période qui est propice à l'intimité, par exemple, pour un adolescent. Si on prend un exemple assez classique. Ensuite, évidemment, les temps passés ensemble, de trop grosses quantités de temps passés ensemble, c'est aussi propice à plus de conflits. Et puis, évidemment, on y reviendra juste après, cette notion d'épuisement parental, qui ont fait que épuisement parental induit nécessairement une dégradation des liens qu'on peut avoir avec ses enfants, parce que l'épuisement induit derrière une baisse de la patience de la part des parents et donc plus de conflits. Voilà, ça c'est des premiers chiffres. Moi, l'objectif ici, c'est de vous donner un peu sur cette slide, de vous donner un contexte un petit peu national. Après, on viendra sur les publics, évidemment, que vous accueillez au sein de vos structures, mais de vous donner voilà, ce premier aperçu des chiffres nationaux. Il y a presque 30% des parents qui ont aussi indiqué dans cette étude demandée par M. Taquet, qui ont indiqué qu'ils étaient inquiets quant à l'impact psychologique de la crise à moyen terme sur leurs enfants.
Cet impact psychologique, on peut l'interpréter de plusieurs manières, on peut le comprendre de plusieurs manières. Évidemment, chez le tout petit, on peut se questionner sur ce que cela induit d'interdire l'interaction sociale entre les enfants. Ne plus se chamailler dans une cour de récréation, ne plus interagir avec le maître, la maîtresse, avec les autres adultes. Sur le tout petit, on peut évidemment se questionner sur les impacts futurs. On peut aussi se demander, encore une fois, chez le petit, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux ici sur la petite enfance, sur le petit, on peut aussi, beaucoup se sont questionnés, ont eu des inquiétudes sur le port du masque chez le tout petit. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le développement de son langage, par exemple, sur son développement cognitif? Voilà, il y a eu de grosses interrogations là-dessus, ce qui a conduit dans la plupart des EHU à des établissements d'accueil du jeune enfant, à porter par exemple des masques dits inclusifs, dans lesquels les adultes, la bouche de l'adulte est visible par l'enfant. Voilà. Chez les étudiants, par exemple, on peut le reprendre aussi, chez les étudiants, les récentes études, et vous avez sans doute dû le voir dans les dernières semaines, dans les derniers jours, montrent qu'il y a une part très très importante, alors je ne sais plus si c'est un tiers ou la moitié, qui montre des troubles dépressifs sur cet impact Covid. Donc, en effet, l'inquiétude des parents, elle est palpable, elle est logique, et donc elle se retrouve dans cette étude ici. Et puis enfin, il y a une autre information qui me paraît importante, c'est qu'il y a un peu plus de 40% des parents qui se sont trouvés face à des difficultés et qui ont, dans leur relation avec leurs enfants, et qui ont du coup regretté de ne pas pouvoir avoir le support habituel des grands-parents. Voilà, donc les grands-parents qui, évidemment, dans beaucoup de familles françaises, tiennent un rôle clé aussi dans l'éducation, alors en tout cas comme co-éducateurs avec les parents, qui assurent la garde de l'enfant, que ce soit régulièrement ou simplement de manière assez épisodique, soit le week-end, soit certains jours de la semaine. Mais en tout cas, ça a été un manque pour les parents qui a été clairement ressenti dans cette étude nationale. Et puis enfin, un dernier élément qui paraît tout de même important parce que ça nous a tous occupés, aussi bien les adultes que les enfants malheureusement, c'est qu'on s'est tous trouvés face à une quantité d'écran bien supérieure à ce qu'on pouvait avoir avant, alors qu'elle était déjà assez élevée, notre quantité de temps d'écran par jour, et que 44%, les parents ont été face à une double difficulté, d'une part de se saisir de ces outils numériques. Faire l'école à la maison pour les enfants, ça veut dire savoir se saisir de la visioconférence, savoir se saisir de ces logiciels sur lesquels les enfants passent des examens, savoir se saisir de tout ça, donc de ces outils numériques. Et donc, ça a été la première difficulté. Et puis, la deuxième difficulté, évidemment, d'avoir un contrôle sur ce que les enfants ont pu visionner durant ce confinement. Donc ça, c'est de manière assez égale, quasi 40% des cas, que ce soit pour la difficulté 1 ou la difficulté 2. Voilà, je trouvais ça important de reposer le cadre, en tout cas les chiffres les plus… Alors, l'enquête qui est là, c'est la plus aboutie, c'est la plus sérieuse. Elle a été faite sur à peu près un peu plus de 2000 personnes représentatives des Français. Et donc, ce sont les derniers chiffres, en tout cas les plus récents et les plus fiables, que nous avons sur le lien entre Covid et environnement familial. Est-ce que déjà à ce stade, il y a des chiffres qui vous interpellent, sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord, c'est pas forcément ce que vous avez constaté? Vous verrez que derrière, ce sera le cas, il y a des chiffres qui sont interpellants. Est-ce que c'est plutôt conforme, par exemple, à ce que vous voyez au quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément dont vous voulez témoigner? Il y a Bernard qui souhaite prendre la parole. Oui, alors je vais tenter de faire quelque chose. Je crois que Bernard, vous pouvez désactiver votre micro tout seul. Oui. Ah, super. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Bernard. C'est dommage, tu as enlevé la diapositive. Je la remets. Oui, moi, ce qui me surprend et m'inquiète, c'est le pourcentage de parents qui ont eu des difficultés avec ce que l'on demandait aux enfants. C'est-à-dire le dernier chiffre? Oui, ça m'inquiète. C'est un chiffre qui est inquiétant. Qui est inquiétant parce que ça veut dire que les parents n'ont pas pu accompagner autant qu'ils l'auraient voulu les enfants notamment dans l'école à la maison. Ça peut être une façon de voir. Ça peut être aussi de se poser la question si le contenu est adaptable, etc., etc. Il y a tout un tas de questionnements qu'on peut se faire par rapport à ça. Oui. Et je ne vois pas comment un parent peut aider un enfant s'il ne comprend pas lui-même. Au niveau de l'impact pour l'enfant, c'est sévère. Hein.
Mm. Ce que vous soulevez là, du coup, Bernard, c'est intéressant. En effet, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ce qui est d'ailleurs travaillé à la Croix-Rouge, alors peut-être au sein de vos unités locales aussi, mais des questions d'inclusion numérique, où en effet, on se rend compte que les enfants savent bien sûr bien mieux se saisir des outils informatiques que les adultes, et que ce sont les adultes en première ligne qui ont besoin d'un accompagnement pour rompre ce désert numérique pour certains d'entre eux. Mais tout à fait. Je suis d'accord avec vous que c'est interloquant et que ça questionne évidemment sur l'accompagnement des adultes qui sont le premier référentiel, le premier éducateur de l'enfant avec l'enfant, du coup, si lui-même ne se saisit pas des outils. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces chiffres-là? Dominique? Alors moi, Dominique, je suis à Chatou dans le 78 et aussi à la DT. Nous, on a des étudiants qui viennent nous aider et qui nous disent, en tout cas deux, qui ont abandonné leur année de droit parce qu'ils étaient l'un en première année et l'autre en deuxième année, et nous ont dit que les visioconférences, c'était incompréhensible pour eux parce que quand il y avait des questionnements, ils ne pouvaient pas poser de questions, ils n'avaient pas de réponse. Et donc, des cours étaient très, très difficiles parce qu'il n'y avait pas en face d'eux quelqu'un qui répondait à leurs questionnements. Mais ça peut peut-être aussi rentrer en jeu avec les primaires où la maman se trouve alors évidemment, c'est certainement plus facile, mais on a aussi des populations qui n'ont pas la chance peut-être de comprendre aussi bien que nous les questions qui sont posées aux enfants, et qui du coup le questionnement est plus compliqué. Moi ce pourcentage, je pensais même qu'il était plus élevé, étant donné tout ce qu'on a reçu, que nous, à la Croix-Rouge, qu'on a aidé des mamans qui n'y arrivaient pas à la maison. Hein. C'était compliqué pour elles. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez mis en place au sein de votre unité locale des cours d'inclusion numérique, par exemple? Mais les cours d'inclusion numérique, c'est toujours pareil, on ne peut pas les faire en présentiel. Donc, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, elles venaient, on leur expliquait à 2 mètres comment éventuellement je me mettais sur mon écran et je leur expliquais les manies. Enfin, on leur expliquait surtout quelles étaient les questions, enfin, comment répondre aux questions posées aux enfants. C'était, et je pense qu'au niveau des étudiants aussi, c'est pas évident. Quand ils sont en visioconférence avec et qui sont 100 ou 80 ou 100, c'est-à-dire toute l'année comme s'ils étaient dans un amphi, et que du coup le prof fait son cours, mais quand on comprend pas, c'est compliqué de poser des questions et d'avoir voilà. Et moi j'ai 2 étudiants qui ont abandonné à cause de ça. Donc je pense que ce qui est cours en visio n'est pas évident. Je vous rejoins. Hein. Je pense que actuellement, la détermination dont il faut faire preuve, par exemple, en première année ou en deuxième année de droit, si on n'a pas une détermination à plus de 100% pour continuer à suivre via Zoom, c'est sûr que c'est encore moins évident qu'avant. Donc là-dessus, je vous rejoins. Et en plus, la problématique, évidemment, d'inclusion numérique via Zoom. Alors, d'inclusion numérique, comment dire à des parents de se rendre sur Zoom pour suivre un cours d'inclusion numérique si eux-mêmes ne savent pas ouvrir un ordinateur, c'est toujours la même chose. Donc, ça a été une problématique sur laquelle on pourra revenir en atelier sur les moyens que vous avez mis en œuvre pendant le confinement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Dominique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent prendre la parole sur ces chiffres ? Non, ok. Bon, je vous propose qu'on continue. Alors, la slide suivante, je vous la montre pas trop vite pour éviter de vous donner la réponse au petit questionnaire que je vais vous poser maintenant. Sur la partie suivante, on va tenter de s'interroger sur quels ont été les facteurs de l'épuisement parental pendant le confinement. Maintenant qu'on a eu les premiers chiffres, on va voir finalement qu'est-ce qui a été déterminant en termes d'épuisement parental. Alors, je me lance dans le second sondage. Mettre fin au sondage. Alors, du coup, je vais vous poser une question assez simple. À votre avis, quel est le facteur le plus épuisant pour les parents durant le confinement? Est-ce que, en option 1, c'est l'habitat? Où est-ce qu'on vit? Est-ce qu'en question 2, c'est l'âge de l'enfant? Ou, en option 3, l'emploi du parent?
Et je lance. Hop là. Alors, il faut que j'aille. J'attends encore quelques secondes. Bon, je pense qu'on a à peu près atteint le nombre maximum de votants. Alors, du coup, pour 11 personnes parmi vous, sur 22 votants à peu près, ce qui a été le plus épuisant, c'est l'emploi. Okay. L'âge de l'enfant pour 4 parmi vous et pour 5 parmi vous, c'est l'habitat. Alors, du coup, si on va voir un petit peu plus près, pour cette partie-là, je me suis basée sur une enquête qui a été réalisée par l'UCL de Louvain, franco-belge, qui a sondé 1300 parents, encore une fois, qui sont représentatifs des parents à la fois français et à la fois belges. Voilà. Pour cette enquête, alors le chiffre un petit peu que j'ai pas mis sur la slide, mais qui nous intéresse particulièrement, c'est que cette enquête montre qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelle le burn-out parental, donc ce qui est communément l'épuisement parental poussé à son paroxysme. Il y a eu une augmentation de 10% du nombre de burn-out parentaux. Voilà, donc ça c'est le chiffre un peu phare de cette enquête, 10% d'augmentation, et parmi les parents qui étaient déjà en situation de burn-out parental, il y a eu parmi eux 20% en plus qui ont trouvé que c'était pire qu'avant, pendant le confinement. Voilà. Et donc, ce burn-out parental, l'étude qu'on a sous les yeux se propose de l'analyser un petit peu et s'est demandé, mais alors finalement, quel est le facteur le plus épuisant? Et donc, du coup, vous n'êtes pas, moi, je serais tombée dans le piège si j'avais répondu au questionnaire. Moi, j'aurais dit qu'un des facteurs clés qui aurait pu être déterminant dans l'épuisement, c'est l'habitat. Savoir si, en effet, on habite plutôt un très petit appartement avec 5 enfants dedans et avec une promiscuité très forte par rapport à, en effet, si on habite dans une maison avec un jardin. Voilà. Alors, il semblerait que ce qu'il faut retenir, c'est que la part de la population qui est la plus aisée n'a pas du tout été épargnée par l'épuisement parental. Donc, l'épuisement parental, c'est une problématique qui concerne de manière indifférente ou presque indifférente l'ensemble des parents, qu'on soit CSP+, catégorie socio-professionnelle plus, ou qu'on soit au chômage, c'est une problématique qui touche tout le monde. En revanche, donc, du coup, le revenu et l'emploi n'est pas forcément la chose la plus déterminante à prendre en compte. En revanche, les facteurs plus déterminants, c'est à la fois l'emploi. Alors, l'emploi, il y a deux manières de le considérer. Le chômage a été déterminant, c'est-à-dire que les personnes qui étaient au chômage et qui, avant le confinement, avaient l'habitude de postuler en journée et avaient le temps de pouvoir regarder les offres et évidemment, éventuellement faire des entretiens, et qui, évidemment, là, on parle que de parents, hein, et qui, par ailleurs, durant le confinement, ont dû s'occuper des enfants, ça a été un facteur déterminant de stress en plus pour l'épuisement parental. Parce qu'ils se sont évidemment retrouvés sans possibilité, enfin avec moins de possibilités et notamment de temps de pouvoir postuler. Premier indicateur. Deuxième indicateur qui a été assez déterminant, c'est évidemment le télétravail. La scission qu'il est possible de faire quand on se rend sur son lieu de travail entre vie personnelle et vie professionnelle a été abolie durant ces temps de confinement. J'entends des voix. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non. Voilà pour ce facteur déterminant. Donc, en effet, vous avez raison. La plupart d'entre vous disaient que c'était l'emploi qui était le plus déterminant dans l'épuisement parental. L'autre chose à prendre en compte, selon cette étude, sur 1300 parents, c'est l'autonomie des enfants et donc, en fait, l'âge. C'est-à-dire que ce qui a été constaté, c'est que les parents qui étaient parents d'enfants de moins de 4 ans ou d'enfants qui ont autour de 15 ans sont ceux qui ont été aussi les plus épuisés dans leur rôle de parents. Moins de 4 ans, on peut aisément le comprendre du fait de peu d'autonomie de l'enfant, et autour de 15 ans avec des relations parfois conflictuelles sur cet âge un peu charnière d'adolescence. Donc, ça a été les deux facteurs déterminants. Et donc, pas nécessairement, moi, comme j'aurais pu le croire au tout premier abord, le niveau de vie de la personne.
Je trouvais ça assez intéressant aussi de reprendre une étude c'est Isabelle Roskam, hein, qui est psychologue pour la petite enfance et qui a réalisé ce schéma, et c'est son idée première, c'est que l'équilibre parental réside entre d'une part des ressources. Et donc, les ressources, c'est les grands-parents, le temps pour soi, c'est tout ce qui nous fait du bien dans notre fonction parentale. Et d'autre part, les stresseurs, tout ce qui nous fait potentiellement pas du bien. Donc, par exemple, les stresseurs, ça va être une mère en situation de monoparentalité. Le stresseur, ça peut être un travail qui est très, très prenant. Le stresseur, ça peut être une mauvaise répartition des tâches ménagères au sein d'un couple. Ça peut être aussi l'absence d'un conjoint ou d'une conjointe. Voilà, ça, ce sont des stresseurs. Les ressources, de l'autre côté, ce sont tout ce qui nous fait du bien. Donc, par exemple, la présence d'un grand-parent, la présence d'une nourrice, du temps pour soi, un travail qui est à proximité de la maison, voilà, donc tout ce qui fait du bien. Et donc, ce que dit Isabelle Roskam, c'est que, en effet, l'idéal, c'est d'avoir cet équilibre entre les deux. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, et vous vous en doutez bien, c'est que, en fait, il y a eu quand même pas mal de ressources qui se sont transformées en stresseurs. C'est-à-dire, comme on le voyait tout à l'heure, 40% des Français qui étaient désarmés face au manque de grands-parents, c'est devenu un stresseur. C'était une ressource et c'est devenu un stresseur. Pareil, une ressource, aller au travail et pouvoir avoir un temps dédié pour son épanouissement au travail, c'est devenu un stresseur, puisqu'il n'y avait plus ce temps dédié. Et de l'autre côté, alors on pourrait croire qu'il n'y a eu que des ressources qui se sont transformées en stresseurs. Et ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est de se dire qu'il y a quand même des stresseurs qui sont devenus des ressources. Des stresseurs clés, et c'est particulièrement ressorti dans cette étude franco-belge, il y avait beaucoup de travailleurs frontaliers qui font beaucoup de kilomètres le matin et le soir. Et donc, par exemple, ce temps de trajet entre l'habitat et le lieu de travail, donc 1 heure ou 2 heures, qui a été supprimé du fait du télétravail, par exemple, est devenu une ressource, c'est-à-dire un temps soit pour soi, soit pour ses enfants. De la même manière, alors ça c'est assez intéressant quand elle en témoigne, les activités extrascolaires par exemple, donc le mercredi, alors encore une fois, là on reprend des chiffres presque nationaux. J'imagine bien que les personnes que vous rencontrez au quotidien n'ont pas la problématique des activités extrascolaires. Mais je trouve ça tout de même intéressant, là, dans ce contexte, dans cette première partie, de parler de l'ensemble. Il y a beaucoup de parents qui profitent du mercredi après-midi pour une multitude d'activités extrascolaires, avec 2-3 enfants qui font 2-3 activités chacun sur le temps de l'après-midi du mercredi. Et donc, le mercredi se transforme en une course pour aller d'un point A à un point B. En 1 heure, réussir à aller chercher l'un des enfants et aller récupérer l'autre et préparer les sacs de piscine, etc. Et donc, en fait, ce mercredi après-midi se transforme en stresseur. Et donc, le confinement a permis, par exemple, que ce stresseur se transforme en ressource. Donc, voilà, c'est-à-dire un mercredi après-midi sans l'angoisse d'oublier un des enfants à l'une des activités, typiquement. Mais on pourrait en trouver d'autres. Hein. Ce qui était intéressant, c'est d'essayer simplement de montrer que ce n'est pas uniquement des ressources qui se transforment en stresseurs, mais qu'à l'inverse aussi. Voilà pour cette parenthèse d'épuisement parental. Il nous en restera une dernière avant qu'on passe à l'atelier. Est-ce que ça évoque des questions en vous, cette manière de représenter l'épuisement parental et puis ses facteurs déterminants? Je sais quoi. Ah, Dominique. Oui, moi je veux bien. Moi, je vais apporter un témoignage en fait, parce qu'on a beaucoup de familles qui viennent et les mamans nous disaient que ce qui était terrible pour elles aussi, en dehors de leur télétravail, c'était d'organiser la journée des enfants en visio avec un seul ordinateur pour la famille. Parce qu'il y avait ça aussi. C'est que le matin, c'était 2 heures pour la petite qui était en primaire. Après, on passait à celui du collège. Ah ben non, parce que son cours n'était pas à cette heure-là. Donc, il fallait qu'il passe l'après-midi. Ah ben non, parce qu'elle, elle s'arrachait les cheveux en dehors de leur télétravail pour organiser le planning de la journée des enfants avec les visios pour l'école. Et ça, c'était épuisant. Et les mamans nous ont dit on était épuisés par ça. Épuisés. Parce que c'était compliqué. Hein. Quand il y a beaucoup de familles où il y a un ordinateur, mais il n'y en a pas plus. Hein. Donc ça, c'était aussi un facteur de stress très important dans les familles. Ouais, cette espèce de précarité numérique sur l'équipement. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages pour continuer après celui de Dominique? Non, pas spécialement. Bon, alors je vous propose qu'on continue sur le 3e volet que je voulais qu'on explore ensemble sur les conséquences Covid sur la parentalité.
la dernière chose que je voulais voir, c'était ensemble de voir quelles sont les conséquences, enfin, le lien entre les revenus des parents et le confinement, entre pauvreté et confinement, ce qui a pu se passer dans les familles. Alors, j'ai vu très très peu de chiffres là-dessus, donc j'ai tenté voilà, d'extraire. Vous avez ici tout ce que j'ai pu extraire sur cette problématique-là. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui en France, en 2020, il y a un enfant sur 8 qui vit dans une famille dans laquelle les 2 parents sont au chômage. Et si on creuse un peu, on se rend compte que sur cette partie-là, un enfant sur 8, il y a les 2 tiers de ces enfants qui rencontrent des difficultés scolaires durant leur scolarité. Voilà. Donc, pour les enfants, qui ont 2 parents en situation d'inactivité qui sont au chômage, les 2 tiers de ces enfants-là rencontrent des difficultés scolaires. Donc, c'est un chiffre assez colossal. Évidemment, en plus de rencontrer des difficultés scolaires, l'autre élément clé, c'est que le risque de pauvreté de l'enfant est 5 fois plus élevé dans ce type de famille avec 2 parents inactifs. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de mon côté de voir un petit peu quel taux de chômage des parents durant le Covid, quelle a été l'augmentation ou la baisse, mais vous vous en doutez, c'est une augmentation. Donc, le chômage a énormément augmenté pendant le temps de Covid et notamment, il s'est concentré sur les 25-49 ans. Donc, c'est exactement la cible des parents. Donc, les chiffres tout récents sur la baisse de la natalité en France, je ne sais plus exactement, mais disent que le premier enfant arrive vers les 30 ou 31 ans de la mère. Voilà, donc c'est exactement notre cible, 25-49 ans, taux de chômage qui a été en nette progression, et donc évidemment taux de chômage qui a des conséquences sur le parent, sur les 2 parents, et donc in fine sur les difficultés scolaires de l'enfant, puisque statistiquement ce sont les 2 tiers d'entre eux qui auront des difficultés scolaires. Donc voilà, j'ai tenté de lier pauvreté avec taux de chômage parce que à ce jour il n'y a pas encore d'autres chiffres qui sont sortis là-dessus. Est-ce que ça aussi, ça évoque éventuellement des remarques? Non, pas de remarques pour le moment sur celle-là. Ok, bon, alors du coup, maintenant qu'on a dressé une espèce de portrait, voilà, avec 2 études et une interprétation entre chômage, 2 études, donc celle du gouvernement, celle de l'UCL de Louvain et une interprétation entre corrélation pauvreté et taux de chômage, je vous propose qu'on voit un petit peu quelles sont les réponses possibles de la Croix-Rouge française. Ça me permet en tout premier lieu de peut-être rappeler ce que c'est qu'un espace bébé-parent. Mais en fait, je me dis, alors je pourrais le faire, mais est-ce qu'il y aurait autour de la table des personnes qui appartiennent à un espace bébé-parent et qui voudraient bien présenter leur action? Ah, Nelly. Je vois que Nelly lève la main. Nelly, vous pouvez dire. Voilà, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Nelly. Bon, donc moi, je suis Nelly Levert, je suis à l'espace bébé parents depuis sa création de Guyancourt. Oui. Donc, ça fait maintenant presque 4 ou 5 ans qu'il existe. Alors, la différence, la façon dont moi je vis les choses dans l'espace bébé-parent par rapport à une activité autre, genre par exemple épicerie sociale, c'est qu'on a un lien qui se crée avec la famille. La plupart des familles sont des familles monoparentales, puisque les enfants et les mères en général restent avec nous en minimum 1h30 à 2h, voire parfois 3h, puisque nous sommes ouverts en demi-journée. Donc du coup, il y a un lien, un accompagnement qui est un petit peu différent que dans les autres activités, et on est vraiment un support, un soutien pour les aider à recréer, malgré toutes leurs difficultés matérielles, entre guillemets, un lien avec leurs enfants. Ok. Malheureusement, nous, alors je ne sais pas si c'est national ou uniquement local, mais nous, le bébé, il est fermé depuis octobre. Oui. On va y revenir, et Nelly, c'est une tendance évidemment nationale. C'est national, Nelly. Donc, on fait que du matériel pour le moment, et toute cette partie accompagnement, lien qu'on pouvait avoir avec les familles, nous ne l'avons plus. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est ce que vous venez de présenter, c'est très bien. Mais du coup, on aurait pu être un soutien pour ces familles, une parenthèse, une pause dans cet épuisement parental. Et pour moi, on ne remplit plus ce rôle à l'heure d'aujourd'hui.
Oui, merci beaucoup Nelly, parce que ça permet de faire du coup dans cette présentation, et après on reviendra sur le fait que ce soit fermé. Mais en tout cas, ça permet de faire une distinction avec l'unité d'aide alimentaire, peut-être, et préciser le fait que l'espace bébé-parent a un objectif double. C'est à la fois d'apporter un soutien matériel aux familles, avec à minima, à échéance régulière, du lait et des couches, et en plus de ça, de soutenir la parentalité des parents qui viennent au sein des structures, via notamment, alors peut-être que Nelly pourrait nous en dire 2 mots, via notamment soit des ateliers, soit des groupes d'échange. Ces ateliers, ça peut être, alors ça dépend, hein, alors je vous parle en temps normal, en temps Covid, c'est un peu exceptionnel. Ces ateliers, ça peut se décliner sous plusieurs formes. Soit ce sont des bénévoles qui interviennent auprès des familles qui se réunissent en groupe pour, par exemple, faire des ateliers d'estime de soi pour les mamans, lecture de comptes pour les enfants, ça peut être gestion du budget familial pour l'ensemble des familles. Et parfois, les espaces bébés-parents décident aussi de faire intervenir une personne externe. Cette personne externe, elle va pouvoir intervenir, donc, par exemple, des sages-femmes qui vont pouvoir parler de contraception, des diététiciennes pour toutes les questions de nutrition. Parfois, il y a des pédiatres, des psychologues qui vont intervenir sur la question du sommeil, sur la question de la nutrition, sur la question de la santé de l'enfant. Voilà, donc des ateliers qui permettent de réunir les parents autour d'une thématique. Soit c'est des ateliers avec un intervenant, bénévole ou extérieur, ou alors parfois ce sont simplement des temps d'échange entre les parents. Est-ce que Nelly, du coup, ça recoupe un petit peu votre manière de faire aussi? Moi, je suis diététicienne nutritionniste, donc c'est mon quotidien que de parler d'alimentation avec les jeunes mamans, et c'est justement ce qui m'intéresse dans l'espace. Donc, je suis un peu frustrée en ce moment, effectivement, parce que je sens qu'il y aurait un besoin encore accru et que effectivement, on ne répond pas à ce besoin. Mais voilà. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va, au travers de toutes ces différentes activités donc, que vous avez citées, hein, suivant les espaces, je pense qu'on fait un petit peu en fonction de nos ressources, c'est effectivement de créer ce lien très, quelque part, un peu intime avec les mamans, sur leurs relations avec leurs enfants, dans leur vie au quotidien. Elles nous questionnent beaucoup sur comment on peut faire, etc., etc. Il y a des échanges qui sont très... qui peuvent être, on a des mamans qu'on garde avec nous pendant 2 ans, 3 ans, qui viennent régulièrement nous voir. Donc forcément, le lien, l'accompagnement, il est différent. Oui, ouais, bien sûr, bah, ça diffère complètement d'un accompagnement uniquement matériel, où il y a une relation de donateur et de donnant, et de personnes qui reçoivent. Là, c'est vrai qu'on est vraiment plus dans une relation d'échange et d'accompagnement. Et on va leur montrer avec les ateliers, en fait, tout ce qu'on peut faire avec les enfants, avec des choses très simples, parce que souvent, elles ont du mal à imaginer les activités un petit peu d'éveil qui peuvent être faites avec les enfants. Elles ont tendance à être vraiment enfermées. Nous, on a des gens vraiment en difficulté, en précarité, hein, sur Guyancourt. Donc, elles sont très enfermées dans leurs soucis, hein, ce qui est logique. Et elles ont du mal à s'ouvrir au contact, aux relations avec leur enfant. Et l'espace va leur permettre de se poser, on va leur montrer un petit peu les différentes activités qu'elles peuvent faire avec même des tout petits pour un petit peu stimuler l'éveil de l'enfant. On remarque que dans nos enfants, on a quand même des enfants qui ont des retards, hein, en termes d'éveil, en termes de marche, en termes de parole, etc. Parce que justement, il manque de stimulation. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, le BP joue aussi un rôle d'orientation. Tout à fait, de soutien par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elles savent que là, on va jouer 2 heures avec les enfants. Quelque chose qu'elles font pas, elles passent pas 2 heures à jouer avec leurs enfants parce qu'elles sont occupées. Enfin, on a beaucoup qui sont dans des hôtels, des chambres d'hôtel, etc., etc. Enfin bon, des situations très très précaires. Et donc, du coup, voilà, elles savent que là, en venant, elles vont pouvoir passer 2 heures, on prend un thé, on discute, et les enfants jouent entre eux. Il y a aussi un lien social qui se fait entre les enfants de différents âges, hein, puisqu'on reçoit des enfants de 0 à 3 ans. Donc, c'est en même temps pour l'enfant une préparation à sa vie sociale de l'école, à la vie sociale de l'école, qu'il n'a peut-être pas forcément au sein de sa famille. Et voilà.
Bon, ça me permet du coup de faire une petite transition sur les critères pour intégrer le BP, c'est-à-dire qu'en général, les espaces bébés parents sont réservés aux parents et aux enfants et Cathy, j'ai bien vu que vous aviez levé la main, je vais vous donner la parole dans un instant, sont réservés aux parents des enfants de 0 à 24 mois et selon l'unité locale, parfois ça va plus loin ou moins loin, selon à quel point le BP est occupé ou non. Voilà. Et puis, évidemment, accompagné donc, de cette distribution matérielle, en plus de l'accompagnement parentalité. Cathy, vous vouliez témoigner peut-être d'une expérience? Ah, est-ce que Cathy, vous avez délibérément levé la main? Non. Du coup, Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste... Vous m'entendez toujours? Toujours. Bon, je voulais juste rejoindre Nelly. Je suis également à l'EBP de Guyancourt. Ouais. Et je voulais apporter un petit témoignage aussi par rapport aux ateliers. Donc moi, je suis bénévole et infirmière de métier. Outre les conseils donc, que je peux donner au niveau, enfin, en rapport avec mon métier, j'ai fait intervenir l'année dernière mon fils qui est musicien et nous avons fait effectivement un atelier musique qui a énormément plu puisque lui est trompettiste, donc on s'est débrouillé pour avoir plein d'instruments de musique et on a essayé d'amener plein de choses à travers la musique. Et ça a été très, très bien vécu par l'ensemble de l'EBP, par l'ensemble des mamans et l'ensemble des enfants. Oui. Et notamment, à la fin, on a donné la possibilité aux mamans de nous faire partager les chants qu'elles pouvaient connaître de chaque pays d'où elles venaient. Okay. Donc, ça avait énormément plu. On travaille énormément. Enfin, moi, je suis là le samedi surtout. Et on travaille beaucoup avec les ateliers. Voilà. D'accord. Mais c'est intéressant parce qu'en effet, on constate que souvent, les ateliers sont aussi l'occasion, par exemple les ateliers cuisine, ce dont vous témoignez dans les rapports d'activité, c'est que c'est souvent l'occasion de valoriser aussi les origines des familles et de partager finalement leur culture. Alors là, en l'occurrence, c'est gustatif, mais c'est aussi, aussi un prétexte pour plus de partage entre leurs racines, d'une part, et d'autre part, le fait que, par exemple, un atelier musique, l'idée, c'est pas nécessairement de donner des conseils aux parents. Là, on est sur un autre objectif, c'est aussi de pouvoir favoriser ce lien entre l'enfant et le parent. Et donc, les ateliers ont aussi cet objectif-là. Merci beaucoup, Cathy, pour ce témoignage. Ce que je vous propose, c'est peut-être de jeter un œil parce que je vous avais dit, Nelly, que j'y reviendrai. On a eu le dernier rapport d'activité 2020 nous permettre de tirer des grandes tendances sur les espaces bébés-parents. Là, on se rend compte qu'il y a 15 BP pour l'instant qui ont répondu. Il y a tout de même 2700 bébés sur l'année, alors que le confinement a démarré au mois de mars, qui ont été suivis. Et que, alors, en moyenne, ce qu'on a repéré, c'est que les EBP ont fermé 6 semaines. Attention, en fait, l'intégralité ou presque des EBP qui font des ateliers ont fermé. La partie atelier a complètement fermé, mais vous êtes tous restés ouverts pour ce qui est aide matérielle. C'est pour ça qu'il n'y a que 6 semaines, entre guillemets, de fermeture. Voilà, il y a en moyenne 17 familles qui sont accueillies par demi-journée d'ouverture, avec un maximum pour Boulogne, Bordeaux et Caen qui atteint les 30 familles. Alors là aussi, on se doute que quand il y a 30 familles, l'accompagnement, il est sans doute très qualitatif, avec un accompagnement 1-1 avec les familles, mais aussi 30 familles, ça veut nécessairement dire qu'il y a beaucoup de distribution alimentaire. Donc ça dépend des EBP. Même si, évidemment, l'objectif, c'est d'être sur de l'atelier et donc de l'accompagnement sur la fonction parentale. Pour revenir sur les chiffres Covid, on se rend compte que 2/3 d'entre vous, en tout cas d'entre 15 EBP qui ont répondu, ont repéré une hausse de la précarité dans les familles déjà accueillies et que pour la majorité, 10% des nouvelles familles accueillies sont contraintes de se rendre en EBP, des nouvelles familles accueillies, sont contraintes de se rendre en EBP à cause du Covid.
Voilà, ce qui vient un petit peu confirmer ce qu'on s'est dit avant. Pour ce qui est de l'ouverture des EBP, évidemment, on comprend tout à fait que la frustration a été très grande. Pour tout vous dire, là, on est en train de tenter de faire en sorte que les EBP, la fonction atelier réouvre, mais évidemment, on est dépendant de ce qui va pouvoir se dire samedi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que on a eu récemment un arrêté qui nous indique que tout ce qui est accompagnement à la parentalité, donc dont tous ces dispositifs-là, actuellement pourraient rouvrir même au-delà de 18h parce que, évidemment, sur le premier confinement, ils se sont rendus compte, et vous aussi, que ça avait été assez dramatique pour les familles de ne pas pouvoir réouvrir durant le premier confinement. Et donc, pour pas refaire cette erreur-là, normalement, les LAP, donc lieux d'accompagnement à la parentalité, sont censés réouvrir de la même manière, donc les dispositifs EBP en font partie aussi. Et donc là, on est dans un process interne à la Croix-Rouge pour essayer de voir comment, dans quelles conditions on pourrait réouvrir. Mais encore une fois, on est dépendant de ce qui va être dit samedi. Voilà pour cette partie-là. Alors, si vous avez des questions, parce que je sais qu'on parle... Voilà. Excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi alors les crèches et les écoles, on les a laissées ouvertes et qu'on a décidé de fermer les EBP. J'ai du mal à comprendre la raison sanitaire de cette prise de position. C'est une bonne remarque. Je ne peux que de la partager, Néni. Il y a eu aussi, il faut le dire, une volonté ça a été aussi une volonté Croix-Rouge que de protéger les personnes qui ont plus de 65 ans. Et du coup, du fait, parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vrai que sur les EBP, la plupart des bénévoles sont des femmes de plus de 60 ans. Et du coup, c'est une activité qui, on est en train de revenir dessus là, mais qui pendant longtemps, il y a eu un parti pris de la Croix-Rouge de fermer cet atelier, ces activités aussi, du fait de l'âge des bénévoles. Mais je vous rejoins, Nelly, c'est questionnant. Et donc là, on espère que si samedi, on nous annonce un nouveau confinement, les dispositifs d'accompagnement à la parentalité pourront être ouverts. Merci. Sur tout ce qui est EBP, donc je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui n'en ont pas et qui viennent ici. Ah, Dominique, vous avez levé la main. Je voulais ajouter qu'il y avait aussi les EBP mais il y a un peu toutes les activités alimentaires où on ne peut plus accueillir les familles dans les épiceries où il y a un lieu d'accueil, où on peut prendre un café en attendant, on peut discuter, se raconter sa vie. Maintenant, on ne peut plus faire ça en ce moment. Oui. Et pendant le confinement, ça a été compliqué. Je voulais aussi ajouter que qui dit confinement dit enfants qui ne vont plus à la cantine. Et du coup, les parents ont dû faire 2 repas par jour. Et il y a eu, beaucoup d'augmentation de familles dans les épiceries et les centres d'accompagnement alimentaire parce que les familles n'arrivaient pas, les familles qui étaient déjà un peu en précarité, c'était devenu compliqué pour elles du fait des 2 repas par jour pour les enfants. Alors qu'en temps normal, l'enfant déjeune à la cantine, ce qui fait déjà un repas complet par jour. C'est important. Mais dans toutes les activités d'accueil, il n'y a plus d'accueil, on ne peut plus, les activités d'accueil où il y a une possibilité de douche, de changer de vêtements, en ce moment, on ne peut plus faire. Les activités de domiciliation où les personnes venaient, prenaient un café, restaient l'après-midi, discutaient, pouvaient se servir de l'ordinateur. Pour le moment, on ne fait plus non plus. Donc, je crois que toutes les activités souffrent de ces décisions de la Croix-Rouge et aussi gouvernementales qui font qu'on ne peut plus remplir notre mission d'accueil correctement dans les activités, dans toutes les activités. Et beaucoup pour les familles avec enfants. Oui. Oui, c'est tout à fait. Merci Dominique pour le témoignage parce que je pense qu'on va s'en rendre compte là dans l'atelier qui arrive. On va tenter de se scinder en petits groupes et on va voir aussi que l'accompagnement à la parentalité et globalement l'accompagnement des familles, c'est pas que l'affaire des EBP, c'est l'affaire de toutes vos actions. Autour de la table, on a certains EBP en effet, mais on n'a pas du tout que ça. Et moi, ce qui nous intéresserait en tout cas, c'est de savoir vous, au niveau de vos unités locales, qu'est-ce que vous avez mis en place, quelles ont été les problématiques que vous avez repérées, ce que vous avez mis en place pour y faire face au niveau de la parentalité et quels sont les moyens dont vous auriez éventuellement besoin en plus pour faire face à cette recrudescence d'épuisement parental et de difficultés familiales qui, pour le coup, n'est pas prêt de s'arrêter, je pense, au regard de ce qui va être dit samedi. Je profite pour lever le point de Louise qui nous dit que si les crèches restent ouvertes, c'est pour permettre la conciliation entre vie familiale et vie de famille et que, en effet, il y a eu aussi évidemment
un parti pris de garder les crèches ouvertes de toute manière, aussi pour permettre aux parents d'aller travailler. Donc, ce qui explique aussi que les dispositifs d'accompagnement à la parentalité ont peut-être moins été mis en priorité, malheureusement. Hein, on est tous d'accord pour dire que on est assez rétrograde sur ce point, enfin que le gouvernement était assez rétrograde sur ce point, d'avancer que les crèches n'étaient qu'un seul moyen de garde, alors que les dispositifs d'accompagnement à la parentalité, en effet, c'est pas un moyen de garde, mais c'est un moyen en tout cas d'entraide entre pairs qui a été complètement supprimé. Et donc, Louise, tu nous dis que lors du premier confinement, ce sont les assistantes maternelles qui ont assuré l'accueil, car ce n'est pas de l'accueil collectif qui représente plus de risques en temps de crise sanitaire. Oui, tout à fait. Ce sont les assistantes maternelles qui ont assuré. Oui, les assistantes maternelles, en effet, c'est un risque sanitaire qui est bien moindre par rapport à l'accueil collectif, puisque de toute manière, l'accueil collectif a été complètement fermé sur le premier confinement. Je vous propose qu'on passe pour une vingtaine de minutes en petits sous-groupes. Et Alain nous dit qu'il doit quitter l'atelier, qu'il a un autre Zoom et que c'était très instructif. Bah, à très vite, Alain. Et j'en profite pour vous dire que sur les EVP, comme autour de la table, il y en a pas mal qui n'en ont pas, si vous avez des questions, si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, vraiment, n'hésitez pas une seule seconde à m'appeler ou à m'envoyer un petit mail et on pourrait envisager le projet ensemble, voir quels sont les besoins et construire ça ensemble. Voilà, c'était le petit moment pub EVP avant de passer en atelier. Alors, on va se scinder en sous-groupe et c'est Sophie. Tu as aussi Bernard qui a levé la main, si je ne Il y a Bernard, ouais. Ah, alors Bernard et Camille. Ah non, Camille a quitté la réunion, pardon. Et Bernard. Oui, je voulais préciser par rapport à tout ce que vous avez dit. Nous, ce qu'on a ressenti le plus par rapport à ça, c'est au niveau de l'alphabétisation. On a une grosse population et beaucoup de demandeurs. En plus, ces demandeurs ont des fois des impératifs, on va dire, par rapport à la préfecture, pour leurs papiers, etc., etc. Et donc, du jour au lendemain, on a arrêté l'alphabétisation et ça a posé beaucoup de problèmes à ces gens-là. Et puis, les gens revenaient quasiment toutes les semaines pour voir si on pouvait recommencer. Donc, il y a un ou deux cas, on a pris en compte de manière individuelle pour leur permettre de pouvoir finir leur dossier de demande de rester en France. Pour ce qui est des autres, ça a posé de gros problèmes. Ouais. Ah oui, évidemment, les EBP ne sont pas du tout les seuls touchés. Et justement, c'est ce que je vous propose qu'on voit maintenant dans l'atelier. Alors, je vais tenter de sous-diviser. Et donc, session en petits groupes. Voilà. On va se mettre un minuteur de 20 minutes. Comme ça, on est sûr de ne pas dépasser le temps. Et on va se diviser en deux salons, un animé par Sophie et un autre par moi, et on va le faire de manière aléatoire. Et normalement, ça devrait marcher. Alors, j'essaye de répartir un petit peu, par exemple, Nelly, je vois que vous êtes dans le même groupe que Nadette. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des EBP un peu dans les deux groupes pour que... Ouais, ok. Je vous ai donc mis dans un autre groupe, session petit groupe. Et donc, moi, je vais me mettre ici. Voilà. Et Sophie ici. Voilà. Ok. C'est bon. Ouvrir les sessions. À tout de suite. Vous pouvez aussi poursuivre avec nous. Je ne sais pas où vous en étiez, mais nous étions sur les mesures qui ont été prises en place pour répondre aux besoins. Et vu le temps qui nous reste, je vous propose de passer directement aux moyens nécessaires, à ce dont vous auriez besoin pour pouvoir poursuivre l'accompagnement des familles. Mais bon, moi, j'ai déjà répondu dans l'autre groupe. Ben oui, on en a déjà parlé dans l'autre groupe. Où énormément d'UL, il n'y a pas que la mienne, mais je pense que connaissant pas mal d'UL dans les secteurs de l'Est de la France, le gros souci qu'on avait déjà avant, mais qui ne posait pas trop, on faisait avec parce qu'il n'y avait pas ces problèmes de barrière et de crise, c'est que là, on a en plein dans le visage la problématique des locaux, de l'immobilier, où alors effectivement, il y a des UL et des DT qui chient dans le velours, alors que d'autres sont vraiment dans des je ne vais pas dire des ruines, mais pour certains, c'est pas loin. Donc, ça pose de gros problèmes.
déjà par rapport aux bénévoles, parce que travailler dans des conditions comme ça, c'est pas génial. Et pour recevoir les gens qu'on aide, ben, c'est pas facile, surtout que là, en plus, on a eu un hiver assez rigoureux, il a fallu les laisser dehors, monter des espèces de tentes pour les mettre un peu à l'abri en attendant qu'ils puissent être aidés. Même avec les rendez-vous, hein, on me disait tout à l'heure, il faut mettre des rendez-vous. Il faut savoir que les gens, ils viennent avant l'heure du rendez-vous, donc ils attendent devant les portes. Donc c'est toujours très compliqué à gérer, même à l'heure actuelle. Merci beaucoup. C'est beaucoup. vraiment un problème d'immobilier. Je pense que le futur septennat qui arrive, là, il faudra que la Croix-Rouge se penche sur les conditions de travail et les locaux qui sont mis à disposition des différentes UL, parce qu'on nous demande des projets, on nous demande de faire des choses, mais on n'en a pas les moyens immobiliers. On n'a pas les moyens immobiliers. Ouais, les gens dans bonnes conditions. Ouais, merci beaucoup Bernard pour le témoignage. Je pense qu'on vous rejoint tous sur les moyens immobiliers qui sont à disposition des bénévoles. Hein. C'est une problématique qui est malheureusement très très récurrente dans beaucoup d'unités locales. Et donc merci du témoignage. En effet, fin 2021, c'est de nouveau les élections. On espère que le futur bureau de votre unité locale prendra la chose en main. Je vous propose qu'on fasse une toute petite restitution. Il est 56. Mon objectif, c'est pas du tout de vous garder plus que le temps que vous avez déjà accordé à cet atelier. Pour ce faire, peut-être reprendre ce que vous avez partagé. Alors, moi, j'avais, grâce à vos rapports d'activité, j'avais fait une petite synthèse déjà. Et comme je ne pensais pas la présenter, mais comme on a eu peu de temps, il y a des choses, je suis sûre que vous auriez voulu dire et que vous n'avez pas pu dire alors que vous le faites, puisque ce sont vos rapports d'activité qui sont là. Ah, pardon, je pensais que quelqu'un avait levé la main. Et donc, ce que je vous propose, voilà, dans les rapports d'activité, ce dont vous avez témoigné, et là vous l'avez redit, hein, c'est que c'est très compliqué de maintenir l'action malgré malgré l'aspect indispensable du maintien de l'action. C'est très compliqué, par exemple, de maintenir les distributions alimentaires. Donc, ce que vous avez fait, par exemple, pour nombre d'entre vous, c'est les livraisons à domicile. C'est aussi des Croix-Rouge chez vous, hein, que vous avez mis en place dans certaines de vos structures. Là, Dominique nous disait à l'instant que de son côté, dans son unité locale et pour accueillir les publics, c'était la mise en place de rendez-vous un à un, avec des rendez-vous avec des heures fixes sur lesquelles les familles viennent. Et donc, c'est plus comme avant avec tout le monde qui se regroupe. Là, c'est la mise en place de rendez-vous et que d'une part, évidemment, ça permet le respect des gestes barrières, mais ça permet aussi d'apaiser les animosités et notamment d'éviter que les personnes accueillies soient mécontentes du service qui est rendu parce qu'il y a moins de temps pour les recevoir, parce que les conditions font que les temps individuels sont restreints, etc. Voilà pour les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre l'isolement. Je ne sais pas si Sophie, vous de votre côté, il y a d'autres choses qui ont émané de ces groupes de travail, enfin de ce petit atelier d'une dizaine de minutes. C'est beaucoup dire un groupe de travail. Oui, ce qui est ressorti peut-être en complément, c'était besoin, en complément ou un petit peu en redite, mais c'est vraiment le besoin de prendre l'air et de pouvoir échanger, rencontrer d'autres personnes. De pouvoir aussi avoir un aide à la scolarisation des enfants et à gérer, avoir des conseils aussi sur comment faire pour pallier ou gérer le manque d'activité physique ou sportive qu'apportait l'école en cette période. Voilà. Et puis après sur... je te laisse peut-être passer au point suivant. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais sur la scolarisation, nous, ce qui est ressorti aussi dans le groupe de travail, c'est que sur les moyens alloués, et c'était d'ailleurs ce qui est ressorti tout à l'heure sur le rapport aux écrans, qu'il y avait parfois des besoins de pouvoir équiper les familles, notamment les familles qui ont un seul ordinateur pour plusieurs enfants, qui n'ont parfois pas d'ordinateur du tout. Et donc, dans les moyens à mettre en place, il y aurait éventuellement ce don de matériel informatique pour les familles. Et en effet, ça risque, je pense que le besoin sera toujours constant dans les mois à venir, puisque même en temps de déconfinement, les Zooms sont devenus aussi monnaie courante à l'école. Donc voilà un besoin qui a émané pour faire le lien avec la scolarisation. Et un autre besoin qui a émané, c'est de pouvoir laisser le libre choix aux bénévoles de s'investir ou non en fonction de leur âge. Voilà, ce qui n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. Mais en tout cas, c'est un besoin émanant au sein des structures,
puisqu'il y a un déficit aussi de bénévoles et que les bénévoles qui ont plus de 70 ans sont, elles, prêtes à s'engager. Et donc, voilà, il y a une incompréhension qui émane sur cette règle Croix-Rouge. Et en complément, il y a eu aussi, on a partagé des demandes de kits de naissance de première nécessité qui ont été faites peut-être plus fortement là en cette période. Et ce qui a été très difficile une demande qui a été difficile à satisfaire, voilà, du fait de la fermeture des structures. J'aurais aimé justement faire le lien par rapport à ce qui vient d'être dit. Du coup, comme je n'avais plus d'activité à l'EBP, aujourd'hui, je suis à l'épicerie sociale. Et donc, je vois, entre autres, je vais être gentille, hein, mais je vais dire que 80% de la population qui vient à l'épicerie sociale sont des femmes enceintes. Oui. Qui vont accoucher incessamment sous peu, là, pour le printemps. Et c'est dommage qu'on ne fasse pas un lien entre les deux activités qui sont l'EBP où on regorge de matériel en tout genre, de vêtements d'enfants, etc., des kits d'accueil, etc., qui dorment dans les placards, et qu'on ne puisse pas faire le lien avec les épiceries sociales où il va y avoir incessamment sous peu des besoins de ce type. C'est-à-dire imaginer qu'il y ait effectivement des rapprochements entre les deux activités. Et l'épicerie sociale dont vous parlez, Ellie, c'est une épicerie sociale Croix-Rouge? Oui, bien sûr, mais elle n'est pas au même endroit que le BP. Mais je vois des mamans qui ont déjà des jeunes et qui sont enceintes et qui vont accoucher sous peu, qui viennent à l'épicerie sociale et qui auraient, dans les mois qui viennent, des besoins auxquels on pourrait répondre, même matériellement, si on ne veut pas ouvrir l'accueil. À l'EBP. Et aujourd'hui, je n'ose pas leur dire, bon, bah écoutez, on pourrait par exemple imaginer que dans les EBP, au-delà de l'aspect matériel, couche, lait, etc., on pourrait une matinée ouvrir sur rendez-vous des mamans qui vont accoucher, qu'on leur donne des kits d'arrivée de l'enfant. On pourrait imaginer malgré tout la structure existant déjà, plutôt que de la laisser à l'abandon, d'imaginer quand même un soutien au travers de cette structure qui s'organise peut-être différemment. Oui, on pourrait imaginer en effet, et d'ailleurs c'est du bon sens de se dire qu'il y a un transfert à la fois de compétences et de matériel des bénévoles de l'EBP vers les autres actions de la Croix-Rouge, parce que là du coup vous évoquez l'épicerie sociale, mais en fait j'imagine que c'est la même chose sur les autres actions. C'est-à-dire qu'à mon avis, que ce soit sur du feu ou que ce soit sur de la numérique, vous rencontrez des familles qui ont des besoins matériels que vous avez à l'EBP. Donc, en effet, organiser l'action en ce temps de confinement de sorte à ce que l'aide matérielle se fasse aussi au travers des autres actions Croix-Rouge. Je crois, en tout cas, il me semble que c'est plein de bon sens et je pense qu'il y a déjà des unités locales qui sont passées à cette technique-là. Mais en effet, c'est souvent facilité quand l'EBP juxte le... Ouais, là, c'est pas le cas. Voilà, là, c'est pas le cas. Et Nelly, tu pourrais très bien faire une permanence à Elancourt ou avec le BP, vous pourriez très bien pour les mamans. Tu n'as pas besoin. Enfin, moi, je suis à la DT 78, donc je peux t'en parler. Tu peux très bien fusionner les deux, surtout en ce moment, bien sûr. Si vous avez plein de matériel à l'EBP. C'est compliqué, c'est pas dans la même ville. Et puis, oui, il faut que vous preniez un camion, vous avez des chauffeurs, des camions, et il faut que tu clients, etc., ça se fait pas forcément dans un véhicule personnel. Ça demande quand même toute une organisation. Soit on fait venir les familles à l'EBP, soit on vient à l'épicerie sociale. Voilà, faut faire des choix. Oui, il faut organiser un peu. On utilise les deux formules. Alors Nadette. Avec Nadette, ça sera une office de conclusion parce que voilà, je m'étais engagée à ce qu'on termine à 20h. Il est 20h04, donc on n'a pas trop dépassé non plus, ça va. Mais on se dit, Nadette, que tu as le mot de la fin. C'est une lourde responsabilité, mais pas de pression. Non, mais je conclurai après, de toute manière. En fait, dans le Sud-Manche, on a les deux formules. Il y a
des associations qui nous orientent les familles avec des jeunes enfants ou bien des futurs parents, donc soit les Restos du Cœur, la SACA ou la Banque Alimentaire reçoivent ces familles, ils voient qu'il y a un bébé qui va naître et qu'il y a des besoins, ils nous les orientent. Et donc, ce sont les familles qui viennent à l'EBP. Dans d'autres communes, avec le dispositif Croix-Rouge-sur-Roue, on fait la permanence Croix-Rouge-sur-Roue en même temps que la permanence Banque Alimentaire. Ah oui. Et comme ça, dans les mêmes locaux, mais pas dans la même salle, et ça permet aux familles de faire un seul déplacement pour les deux, quoi. Ils viennent au même moment à la Banque Alimentaire et à l'EBP, à Croix-Rouge-sur-Roue. Merci Nadette, c'est vrai que c'est encore une fois plein de bon sens. Donc merci pour le témoignage. Je vais malheureusement devoir conclure cet atelier parce que quand on a tendance à dépasser, après on se retrouve avec plus aucun participant pour la session d'après. Donc je m'astreins aux 20h, enfin je tente en tout cas. Je voulais vous présenter un site internet qu'on est en train de mettre en place à la Croix-Rouge qui s'appelle Mes Infos Bébés, qui n'est pas encore sorti, qui sortira au mois d'avril, sur lequel on est en chantier. Là maintenant, ça fait trop peu de temps pour vous en parler et donc je préfère garder ça pour une toute prochaine réunion où pour le coup le site internet sera sorti et il sera utilisable. Voilà, donc ça fait une espèce de bande-annonce, de teasing comme on dit, pour la sortie du site. J'en dis pas plus maintenant. Je vous enverrai de toute manière à toutes et à tous la présentation qu'on vient de faire maintenant. Aussi, du coup, vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemblera Mes Infos Bébés. En 2 mots, c'est un site qui sera à destination de tous les parents d'enfants de 0 à 3 ans. Et dont le contenu est sélectionné ou réalisé par des professionnels petite enfance de la Croix-Rouge et qui a pour objectif d'être uniquement imagé ou presque uniquement imagé ou vidéo. Voilà. Justement pour les publics qui ont des difficultés à accéder à l'écrit. Voilà. Et donc, je voudrais aussi évidemment conclure en vous remerciant. Déjà, j'étais impressionnée sur les chiffres que j'ai vus sur les rapports d'activité EBP, de constater que tous, sans exception, vous avez maintenu l'aide matérielle, que vous avez du coup maintenu l'offre qu'on peut offrir même moins qu'avant, mais qu'on peut tout de même offrir au public qu'on accompagne. Donc pour cet engagement sur cette année écoulée, un grand merci. En plus, vous venez de témoigner du fait que c'était plus dur que d'habitude de garder le moral, de garder aussi l'envie d'agir et que parfois voilà le bas blesse avec ces temps de confinement. Donc un grand merci et j'espère que voilà, quand il y a un petit coup de mou, quand on finit par douter de son action, voilà, on peut compter les uns sur les autres. Donc, n'hésitez pas surtout à m'appeler si vous avez aussi des projets, des velléités de BP à venir. Moi, je serais ravie de vous accompagner sur tout ça et sur ceux qui sont déjà en cours. Voilà. Un grand merci à tous. Merci. Merci Sophie. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.